Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ici en direct de la Grande Halle de Cournon, à tout près de Clermont-Ferrand, dans le cadre du sommet de l'élevage. Alors, les coopératives sont-elles des monstres? Point d'interrogation. C'est une question que l'on va traiter, que l'on va étudier. Et justement, je remercie Philippe Mangin, qui est président de Coop de France, pour venir débattre de la question ici, sur notre plateau. Merci beaucoup d'être venu. Patrice Moyon, vous êtes journaliste pour Ouest France. Effectivement, nous sommes partenaires. Et puis, j'accueille aussi Jean-Marie Seroni. Bonjour. Voilà, vous êtes agroéconomiste. Alors, la vraie question, c'est quoi? C'est que toujours, on entend les coopératives avec plutôt des louanges, plutôt des mots élogieux. C'est vrai que c'est un cycle vertueux, une gouvernance vertueuse. Sauf que cet été, il y a eu quand même l'épisode du port breton. Et on a vu des coopératives, une coopérative, la Cooperl, avec des administrateurs qui étaient des agriculteurs, qui n'étaient pas d'accord pour respecter ce qui avait été voté, décidé par d'autres agriculteurs ou par le gouvernement ou par l'interprofession. Donc on sent qu'aujourd'hui, il y a une évolution dans les relations au sein de la filière et les coopératives vont devoir se positionner. Philippe Mangin, la question est simple, les coopératives sont-elles des monstres? D'abord, la coopération agricole et agroalimentaire en France est très diverse. C'est une des caractéristiques, comme l'agriculture française l'est. Il y a une très très grande diversité. Plus de 2500 entreprises coopératives sur le territoire français. 90% d'entre elles sont des petites ou très petites entreprises. 90%. Et on oublie toujours ce maillage territorial très important. Et puis à côté, bien sûr, il y a quelques PME, quelques ETI et quelques grands groupes. Je rappelle quand même que les coopératives françaises dans le top 20 des coopératives européennes ne sont pas si nombreuses que ça. Il y a des bien plus grosses coopératives que les nôtres, notamment dans la région, dans les pays du nord de l'Europe. Alors, sont-elles des monstres? Je crois qu'on ne peut pas répondre à cette question aussi facilement. En tout cas, la gouvernance des grandes coopératives est un défi et qui peut poser question. Effectivement, la taille géographique d'une coopérative suppose une certaine délégation auprès des managers de la gouvernance du groupe et développe de l'éloignement des agriculteurs de leurs dirigeants. Il faut donc relever ces défis et voir de quelle manière on peut entretenir le sentiment d'appartenance et de propriété des agriculteurs de leur coopérative et comment on peut entretenir la participation des membres, des adhérents, dans la prise de décision, dans la gouvernance du groupe. Ça, c'est un défi important. Certaines coopératives savent bien le relever, d'autres un peu moins. Patrice Moyon. Philippe Mangin, vous êtes président de Coop de France depuis 15 ans. Qu'est-ce que Coop de France fait justement pour accompagner ces jeunes sur les nouveaux enjeux liés à la gouvernance des coopératives? Deux choses. D'abord, vous parlez des jeunes. Les jeunes ne naissent pas coopérateurs. Ils ne sortent pas des écoles de formation, y compris quand elles sont agricoles, non plus coopérateurs. C'est pas inné et plus encore, souvent ils refusent l'héritage familial. C'est-à-dire que si le père était coopérateur, le fils a souvent envie de montrer qu'il peut faire autrement. Donc nous développons toute une stratégie d'attractivité auprès des jeunes. Et comment? En leur proposant des modules de formation, en leur proposant de participer en qualité de force de proposition aux activités de la coopérative et à sa stratégie. Et puis surtout ce que nous déployons ce sont des efforts de formation. Il faut que nos administrateurs, les conseils d'administration soient beaucoup mieux formés pour diriger des groupes aussi importants que ceux qui se créent et dans un contexte économique extrêmement difficile. N'oublions pas que nos clients sont souvent les enseignes de la distribution, voire de gros opérateurs industriels, ou bien encore nous sommes sur les marchés à l'exportation. Donc être administrateur d'une coopérative dans cette complexité suppose effectivement un niveau de formation important et continu. Il faut se former sans cesse pour exercer sa responsabilité d'administrateur dans les meilleures conditions. Et ça, c'est le rôle de Coop de France que d'offrir un catalogue de formation le plus adapté. Jean-Marie Seroni. Oui. C'est pas une question, je pensais que vous vouliez réagir sur le propos. Sur la question, est-ce que les coopératives sont des monstres? On peut se poser la question. Nous serions dans le secteur viticole, on ne se poserait pas la question. Au contraire, on dirait, est-ce que ce sont des nains?
Hein, on est d'accord. Et on est ici dans le monde de l'élevage. On peut se poser la question dans le lait. On ne se pose plus la question dans la viande. La grosse coopérative, le gros regroupement de coopératives n'existe plus. Et on a au contraire une situation très atomisée dans la viande bovine, j'entends. Hein. Je ne parle pas du porc. La viande bovine, une situation très atomisée qui n'est, à mon avis non plus, pas sans lien avec les difficultés commerciales qu'on peut trouver sur la filière viande bovine. Alors comment expliquer cela justement? Comment expliquer le fait que... C'est franco-français? Il y a des très grosses coopératives qui ont fondu les plombs, qui n'existent plus. J'ai travaillé en Normandie, l'ombre, le spectre de l'ULN est encore dans tous les esprits. Je n'étais pas à l'époque, donc je ne sais pas bien, mais bon, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu des gros problèmes de gouvernance, de dérive de gouvernance. Hein, de dérive de gouvernance. Socopa juridiquement existe toujours, mais économiquement n'existe plus. Donc, et pourquoi on se pose la question de la monstruosité, entre guillemets? Je crois qu'il y a plusieurs volets. Vous l'avez bien évoqué, il y a le sentiment coopérateur, le lien, l'appartenance. Et il y a, y compris en zone céréalière, des grosses coopératives. Et tout près de chez moi, à Bayeux, la coopérative de Creuilly est une petite coopérative, je dirais, donc il y a une grande diversité, j'appelle ça un peu des coopératives clubs. J'ai intervenu l'autre jour en formation justement de coopérateurs, EMC, grosse coopérative, mais il y a pas longtemps à la Scara, que je ne connaissais pas d'ailleurs, je ne connaissais même pas le nom de la coopérative, c'est pas à mon honneur, mais je ne connaissais pas, et j'ai été surpris pour le coup, du sentiment d'appartenance qu'avaient les jeunes coopérateurs. Il y a la coopérative de Figeac, par exemple, qui est assez connue comme étant une pénétration du territoire très marquée. Donc on a vraiment différents types. Ça, c'est le sentiment d'appartenance. Après, on peut se poser la question de la taille, monstre par la taille. Alors, est-ce que c'est un problème dans la mesure où c'est vivant, où c'est dynamique? Et on a souvent plutôt la tendance à dire en France qu'on manque de grosses entreprises agricoles. Donc, et puis enfin, il peut y avoir un peu un aspect monstrueux plutôt au sens psychologique dans ses comportements. Dans sa stratégie quelque part. Et je sais que beaucoup, je ne me pose pas en disant c'est monstrueux ou pas, mais il y a une vraie question sur l'internationalisation des coopératives. C'est une vraie question de sens pour les coopérateurs. Je pense que c'est une bonne chose, mais il y a une vraie question du sens. Et puis il y a ce que tu évoquais sur l'aspect de la Coperle, pour ne pas la nommer, il faut peut-être pas la nommer, mais enfin bon, il faut la nommer, il faut être clair. Mais je crois que le problème, c'est pas coopérative, pas coopérative, c'est est-ce que ça a un sens de fixer un prix économique de manière totalement arbitraire? Justement, sur la Coperle, je sais que c'est pas évident forcément pour vous d'en parler, mais essayez de décrypter comment vous l'avez perçu, les coopératives, ce phénomène Coperle. Bien, d'abord, en période de crise, comme ça a été le cas cet été, d'ailleurs on n'en est pas sorti malheureusement, que les agriculteurs cherchent des responsables dans une période de désarroi, de découragement, de profonde difficulté comme ils la connaissent. C'est pas anormal. Qu'ils demandent des comptes aux dirigeants des coopératives, ça n'est pas anormal. Moi je comprends tout à fait cela, d'autant que la plupart des éleveurs ont compris que la manne du gouvernement n'existe plus, que faire pression auprès d'un ministre pour qu'il apporte des milliards, bon ben voilà, on a vu que c'était mission quasi impossible. Le monde agricole a essayé le 3 septembre quand même. Oui, il a essayé, il a obtenu, mais enfin, tout n'est pas réglé, loin s'en faut. Donc ce climat, cette ambiance est compréhensible. Pour autant, est-ce que la Coperle peut, à la demande du ministre, à la demande du syndicalisme, tenir longtemps un prix complètement artificiel, un 40 €, qui le décroche de ses concurrents, notamment du nord de l'Europe et d'Allemagne? C'est pas tenable. Voilà une coopérative qui, en essayant d'aider les éleveurs, de participer à l'appel des syndicats et des pouvoirs publics, perdait toutes les semaines des sommes colossales puisqu'elle exporte 35% des porcs collectés. C'est pas tenable. Voilà, et donc cette incompréhension a été normale. Aujourd'hui, le dialogue est, je crois, un peu plus serein entre syndicats et opérateurs économiques, coopératives ou non d'ailleurs, et on est en train d'en revenir à un peu plus de réalisme dans l'approche et de poser sur la table le vrai diagnostic. Quel est le vrai diagnostic que nous devons faire sur cette crise? Dans le porc, c'est un problème structurel. Dans la viande bovine, pire encore. Dans le lait, je pense que nous sommes dans une période
conjoncturelle difficile liée à une surproduction mondiale grâce à la générosité du climat partout dans le monde et à la fin des quotas qui a déclenché une surproduction. Mais c'est un problème qu'on surmontera. Dans le porc, il faut vraiment qu'on s'attaque à l'état de la filière et de son organisation. Et quant à la filière bovine, nous sommes là dans un secteur de cueillette, complètement inorganisé, et pour lequel il faut vraiment se mettre au travail et retrousser les manches. Philippe Mangin, il faut aller plus loin. Est-ce qu'on n'est pas quelque part à la fin d'une époque? Hier, on avait un débat ici avec les responsables syndicaux en se posant la question, est-ce qu'on n'est pas à la fin de l'agriculture de paysannie? Est-ce qu'on n'est pas à la fin de l'interprofession, des interprofessions? Est-ce que les agriculteurs vont vouloir payer pour tout? Est-ce qu'il ne faut pas des grosses coopératives aujourd'hui pour être capables d'attaquer des marchés nationaux? Est-ce qu'il ne faut pas avoir le courage de dire ouvertement, même si on est à la FNSEA, qu'aujourd'hui, une page vient de se tourner? Sans doute, mais il s'en tourne souvent des pages en agriculture. Vous savez, depuis 20 ans, l'agriculture a beaucoup évolué, elle a affronté des réformes importantes et elle va être encore capable de le faire. Je crois que l'élément important, c'est de prendre en compte d'abord ce qui se passe du côté du consommateur. Le comportement du consommateur, ses modes de consommation sont en train d'évoluer considérablement et je crois que cette évolution dans le comportement du consommateur contribuera à dessiner le visage de l'agriculture de demain. Il demande plus d'origine, plus de sincérité, plus de respect de l'environnement, plus de proximité. Tout ça va redonner des chances à l'agriculture. Mais à côté de cette demande française, il y a un marché européen qui est devenu extrêmement concurrentiel et donc qui nous oblige à être compétitifs. Et puis il y a ce grand marché international qui lance le défi de l'alimentation de la planète et qui donne aussi des chances à l'agriculture française. Alors, marchés locaux et français, marché européen, marché international, voilà ce qui va dessiner l'agriculture et donc le paysage coopératif avec des petites coop qui auront leur chance, des moyennes coopératives et des très grosses selon les marchés sur lesquels elles se trouvent. Patrice Moyon. Alors Philippe Mangin, justement, les coopératives aujourd'hui c'est 40% de l'agroalimentaire en France. Est-ce que il n'y a pas eu un déficit de réflexion autour de la place des coopératives dans la chaîne alimentaire? Est-ce que finalement les agriculteurs ne se sont pas trop longtemps focalisés sur la production et pas assez sur le commerce, quand on regarde ce qui se passe en Europe du Nord notamment? Ben merci de le rappeler, parce que écoutez, il n'y a encore pas très longtemps, la coopération agricole et agroalimentaire n'intéressait personne. Personne. Moi, quand je suis arrivé aux commandes de ce qui s'appelait à l'époque la CFCA, la Confédération française des coopératives agricoles, c'était une organisation microscopique qui n'était que rarement consultée. Pourquoi? Parce que la chose coopérative existait, et ma foi, elle devenait même démodée. On disait, oh, ce modèle, il est trop ancien, il est long dans ses décisions, etc. Et encore peu de temps avant, il y en avait deux fédérations. Oui, tout à fait. Lafayette et MacMahon, il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Exactement. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, au fond, les pouvoirs publics européens, notamment, se sont retirés au fil du temps de la gestion des marchés. Et donc, ont amené les agriculteurs à être de plus en plus confrontés au marché. Et là, on s'est aperçu que la coopérative retrouvait une responsabilité extrêmement importante. Voilà des années que je dis, la responsabilité des coopératives ne cesse de s'amplifier. Et donc, on a une exigence importante de réussite. Alors, je crois que nous avons fait du chemin ces dernières années. Il faut en faire encore. Et surtout, amener les coopératives à coopérer entre elles. Elles sont beaucoup trop concurrentes. Beaucoup trop. Elles s'affrontent devant les enseignes de la distribution plutôt que d'essayer de créer des alliances pour vendre ensemble leurs produits. Là, il y a encore un gros travail à réaliser. Et elles s'affrontent dans le nord de la France sur des questions céréalières. Des coopératives ont racheté des négoces. Effectivement, ça va dans le sens de l'avancée. Sauf que certaines coopératives demandent aux négoces des progressions de chiffre d'affaires à 2 chiffres. Et les négoces, ils disent, OK, on y va et on va chasser sur le terrain d'autres coopératives. Ça explose. Ça explose au point que la question est venue sur le bureau de COP de France et que nous avons saisi le Haut Conseil de la coopération agricole qui va auditionner toutes ces coopératives pour, avec elles, je ne sais pas, sans doute essayer de construire une sorte de code d'éthique entre les différents acteurs. J'espère qu'il n'y aura pas besoin de recourir à la loi et à la réglementation pour surmonter un problème comme ça. Mais en tout cas, c'est sûr que cette attitude n'a qu'un seul résultat, c'est la destruction de valeur. Parce que la concurrence entre coopératives, elle se fait quand même au détriment de l'agriculteur, quoi qu'il en pense. L'agriculteur aime bien la concurrence. Il trouve que c'est stimulant, etc. Mais il oublie de remarquer que ça détruit de la valeur.
Alors vous savez qu'ici on accueille les hommes politiques en vol, on va dire. On accueille Nicolas Dupont-Aignan, donc président de Debout la France, qui vient de Paris tout droit depuis l'aéroport, qui va visiter le salon et qui va apporter un message. Je vais vous présenter qui sont les personnes autour de la table. Philippe Mangin, donc président de COP de France. Patrice Moyon, qui est journaliste pour OS France, et puis Jean-Marie Soroni, qui est agroéconomiste. Le thème, c'est: les coopératives sont-elles des monstres? C'est-à-dire, est-ce qu'elles ont acquis une taille qui est très importante? On vient de traiter le débat avec Philippe Mangin. J'ai envie de vous poser la question. Moi, j'ai votre profession de foi, là, en 10 points. C'est ce que vous allez dire aux agriculteurs, aux éleveurs que vous allez rencontrer. Tous ces points, c'est des points consensuels. Alors, effectivement, vous arrivez avec un message qui est fort. Vous avez une vice-présidente qui est agricultrice. C'est elle qui vous a aidé à faire cette profession de foi? Ouais, elle a contribué. D'abord, je m'excuse de mon retard, mais j'ai mis plus de temps entre l'aéroport et le salon qu'entre Paris et l'aéroport de Clermont-Ferrand. Donc, j'en suis désolé. Tout est bouché. Juste 2 choses. Bien sûr que notre vice-présidente est éleveur laitier dans le Calvados. Mais vous savez, ce qui me désole aujourd'hui dans la situation de l'élevage, c'est que tout était prévisible. Quand on supprime les quotas laitiers, quand on supprime le prix garanti, quand on est en concurrence avec des esclaves qui sont payés 4 € de l'heure en Allemagne et qui viennent de Pologne ou de Roumanie, quand on accepte une Europe qui nous tue à petit feu, il ne faut pas s'étonner qu'après les agriculteurs et les éleveurs crèvent. Alors moi je veux bien tout, on peut dire il faut plus de productivité, il faut remettre les coopératives davantage au service des éleveurs, il y a plein de choses qu'on doit faire devant notre porte. Mais tant qu'on restera dominé par une concurrence déloyale, vous pouvez tout faire, vous allez tous crever. Je vous le dis comme je le pense. Et ce que je ne comprends pas, c'est que les ministres se succèdent et que les ministres acceptent des règles qui tuent notre agriculture. Alors, il y a des efforts à faire en interne, c'est évident. Mais on ne peut pas avoir les normes les plus élevées, environnementales, sociales, et de l'autre côté être en concurrence avec des gens qui n'en respectent aucune. Et quand on est dans ce piège-là, mais moi ça fait 10 ans que je le dis, quand M. Barnier a supprimé le prix garanti du lait, on a su que ça allait mal finir. J'ai encore vu des éleveurs laitiers sur un marché, pas de laitier, de viande. On voit bien ce qui se passe sur le porc, on voit bien ce qui se passe sur les bovins. Alors en plus, les sanctions à l'égard de la Russie, je veux dire, on est mis dans un piège considérable. Et ce qui me désole, et ce qui est très important, c'est que ce savoir-faire exceptionnel qu'on voit ici dans ce salon et que je vais visiter, ce savoir-faire, s'il disparaît, si on ne peut plus vivre de son métier, comment on va faire alors qu'on est la première nation agricole d'Europe? Donc il y a des mesures techniques qui font consensus, on les connaît. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. Et pourquoi on ne le fait pas? C'est ça la vraie question. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on est prisonnier de schémas, parce qu'on sait qu'il faut changer les règles du jeu. Quand vous êtes dans un jeu qui vous condamne à la mort, vous changez la règle du jeu. Vous ne continuez pas à obéir. Et à un moment, il va falloir dire la vérité. On laisse les éleveurs survivre. Ils ont l'eau au nez. Et il suffit que ça descende un peu, ils se noient. Mais on les met comme des nouveaux serfs. C'est du servage organisé. Ouest France. Alors, Monsieur Dupont-Aignan, est-ce que je parle franchement, je vous dis ce que je pense. Alors, est-ce que le problème de la France, justement, ce n'est pas de s'être trop repliée sur elle-même? On est dans une Europe à 28. Comment est-ce que la France, aujourd'hui, fait partager un certain nombre de convictions? Moi, quand j'observe Bruxelles, je vois que les parlementaires européens s'investissent, de nos pays voisins, s'investissent dans ces questions européennes. On a l'impression que la France est désinvestie et que le message que vous renvoyez aux Français, c'est de dire replions-nous sur notre territoire. C'est pas se replier, c'est ne pas céder. Si travailler avec les autres, c'est accepter l'esclavage, eh bien moi je veux pas que mes agriculteurs et je veux pas que les Français soient des esclaves. Alors, si le modèle, c'est de travailler dans des dortoirs 12 heures par jour, dans des fermes industrielles en Allemagne, allez-y. Mais être libre, c'est défendre ses intérêts. Quand le général de Gaulle a fait la politique de la chaise vide pour construire la politique agricole commune, il a dit stop. Quand Madame Thatcher a dit vous me remboursez sinon je m'en vais, eh bien on a cédé. Le problème c'est qu'on a des politiques faibles qui sont couchées à Bruxelles. Alors faire l'Europe, c'est faire l'Europe au profit de tous. C'est pas faire l'Europe du moins-disant social permanent. Et je vous rappellerai aussi qu'on n'a pas le même relief, qu'on n'a pas la même démographie, qu'on n'a pas la même densité. Il suffit de survoler notre territoire pour comprendre qu'on a des agriculteurs de montagne, qu'on n'est pas aux Pays-Bas, et que si les hommes politiques français ne défendent pas la France, eh bien c'est l'Europe qui va crever complètement parce que
elle se séparera. On ne peut pas condamner l'agriculture française comme on la condamne aujourd'hui par faiblesse. Et ce n'est pas être replié que défendre ses intérêts. Et je voudrais vous dire que le Canada, est-ce que le Canada est un pays replié ? Est-ce que le Canada est un pays souverainiste? Pas du tout. Le Canada est ouvert au monde, mais il défend ses éleveurs. Monsieur Dupont-Aignan, il nous reste quelques minutes. Jean-Marie Sironi, avec votre regard d'économiste, ça tient ou ça tient pas? Le discours de M. Dupont-Aignan, il se tient au sens, il a sa cohérence. Est-ce qu'il a du sens? Personnellement, je ne le pense pas du tout. Je m'excuse. Et le Canada, alors, les États-Unis, ils ne se défendent pas? Mais le Canada a mis des protections sur le prix du lait. Il ne m'appartient pas de tenir un discours d'ordre politique. Mais quand on pas dans la posture où je suis aujourd'hui, mais comprenez. Avec une autre casquette que je porte dans d'autres instances peut-être, mais pas à l'instant où je suis expert économiste. Mais quand on regarde, il faut avoir confiance dans les réalisations de l'agriculture française. On a une des agriculteurs. Aujourd'hui, ça vous fait rire, mais les agriculteurs français ne sont pas des esclaves. On a une production agricole. Le problème, c'est que depuis 20 ans, elle est stable. C'est ça le vrai problème. C'est qu'on ne favorise pas la progression en volume de l'agriculture française. Je suis, entre autres, un spécialiste des questions laitières. Le revenu des producteurs de lait, depuis 2007, est devenu plus variable, mais globalement, il est nettement plus élevé. C'est faux. La période précédente. C'est complètement faux. On vous le démontre tous les jours. Le prix du lait est le même qu'il y a 25 ans. On parle du prix du lait, je vous parle du revenu des producteurs, du revenu des acteurs, les acteurs laitiers français. Mais dites ça aux éleveurs laitiers. Mais ils vont vous lyncher comme les gens d'Air France. Mais vous savez ce que vivent les laitiers, ce que vivent les éleveurs. Oui, je sais ce que vivent les laitiers. Et regardez, prix du lait, regardez les chiffres. Au prix du lait d'aujourd'hui, c'est combien pour vous le prix du lait? À 30 centimes, vous croyez qu'on vit une exploitation laitière? Le prix du lait aujourd'hui, ils abandonnent. Sur les 12 derniers mois, le prix du lait est 330 € au millilitre. Oui. Et vous croyez qu'on peut vivre dans une exploitation laitière à 33 centimes? Franchement, alors qu'il y a tant d'éleveurs laitiers qui abandonnent et qu'on va devenir déficitaire en lait. Ne vous énervez pas, écoutez calmement les choses. Quand il y a tant de souffrance, excusez-moi, quand il y a tant de souffrance dans le monde agricole, quand il y a autant d'exploitations qui ferment, avoir des gens dans des salons qui disent que les éleveurs vivent bien de leur métier, eh bien alors ça me surprend. Parce que je suis moins souvent, peut-être que vous, dans des salons d'élevage, mais j'ai vu des tonnes d'éleveurs laitiers qui sont en train de mourir. Je ne pense pas que ce soit flatteur de dire aux éleveurs qu'ils sont des esclaves. Ce sont des gens qui sont fiers de leur métier. Oui, mais ils ont envie de vivre de leur métier. Et c'est ça le langage qu'on doit tenir, et pas une démagogie de bas étage. Ils ont envie de vivre de leur métier. Et je la donne à Philippe Mangin. Et vous ne vivriez pas de leur salaire. Non, je voudrais dire que, bien sûr que je partage l'analyse que fait M. Dupont-Aignan lorsqu'il évoque les distorsions de concurrence à l'intérieur de l'Europe qui sont insoutenables et que nous dénonçons et qui militent pour une convergence des politiques fiscales et sociales à l'intérieur de l'Europe. Ça, c'est vraiment un problème fondamental. Mais il faut quand même refuser de dire que la situation de l'agriculture française est due à la responsabilité européenne et seulement à la responsabilité européenne. L'agriculture française a un problème de compétitivité. Elle est complètement surchargée en termes de prélèvement, de réglementation, et c'est un handicap qui est franco-français. Vraiment. Et donc, il y a une responsabilité française du gouvernement sur l'état de l'agriculture actuelle pour lequel il faut très, très vite trouver des solutions. Et je termine en disant que la notion de prix de vente est importante. Évidemment qu'à 30 €, un producteur de lait ne s'en sort pas. Mais qu'est-ce qui est important? C'est le coût de revient. Si on baisse le coût de revient, c'est possible de vendre du lait et de vivre avec du lait à 30 € s'il coûte 25 à produire. Philippe Mangin, il faut qu'on termine l'émission. Jean-Marie Sironi, juste un mot, Philippe Mangin. Il était à 400 € il y a un an. Jean-Marie Sironi, Philippe Mangin, juste pour finir, vous êtes agriculteur, vous êtes président de COP de France, vous arrêtez cette présidence, vous arrêtez l'agriculture? Non, peut-être pas. Non. Mais vous partez en politique, faut être fou. Non, je ne pars pas en politique, je vais m'occuper de ma région. Effectivement, je quitte COP de France parce que je suis président depuis 15 ans. C'est beaucoup trop longtemps. J'aurais dû partir avant, mais bon, voilà, il y avait un plan de construction que j'ai voulu terminer. Et maintenant, je vais m'occuper effectivement de l'enjeu que lancent ces nouvelles grandes régions que nous n'avons pas toujours souhaitées dans leur configuration, mais elles sont là. Et je considère que la ruralité et l'agriculture doivent être entendues dans ces grands périmètres et avec des compétences nouvelles dans ces régions. Je porterai la voix de l'agriculture et de la ruralité dans la grande région Est. Messieurs, Merci. je vous remercie de ce débat. À vous. On se retrouve dans quelques instants. Merci.